Bonjour à tous. Nous sommes ravis une 9e fois maintenant de vous retrouver autour de ces webinaires Voltaire Fun Fair City. Le sujet d'aujourd'hui, cette très belle image en est vraiment emblématique. On va vous parler des hébergements expérientiels. C'est vrai qu'on s'est posé des questions sur l'intitulé de ce webinaire. On a tourné autour de hébergement thématique, hébergement immersif, mais ça ne recouvrait pas l'ensemble du sujet. Et donc, l'hébergement expérientiel, vous allez comprendre, est effectivement le bon terme pour notre webinaire d'aujourd'hui. On a un plateau qui est fourni, donc je vais être assez bref. On va avoir 5 intervenants qui vont nous parler à la fois de conception, de réalisation et d'exploitation. Et donc, j'en dis pas beaucoup plus et je passe la parole à notre partenaire Fun Fair City qui, comme à son habitude, va nous faire un point d'actualité sur le sujet des loisirs avec toujours un petit focus sur le sujet qui nous réunit aujourd'hui. À tout de suite. Merci Thierry, bonjour à tous, bienvenue à chacun d'entre vous. Merci à nos intervenants pour leur participation. Merci à toute l'équipe qui organise du coup en coulisses le webinaire qui nous permet de nous réunir tous les mois sur un sujet qui nous tient à cœur, c'est le numéro 9. On fêtera bientôt le 10 avec un autre sujet avant juin, avant la coupure. Mais en tout cas aujourd'hui on va parler d'hébergement et de loisirs avec une revue de veille, d'actualité, de tendance aussi, qui montre un petit peu cette nouvelle façon d'envisager l'hébergement non plus comme un simple service, le fait de passer une nuit quelque part, de passer d'une journée à l'autre en ayant simplement un lit, une douche au chaud ou au frais, ça dépend de la saison, mais une expérience complète. Donc c'est ce qui sera vraiment détaillé dans le temps de la présentation avec nos intervenants, mais c'est ce que je vais essayer de vous montrer avec quelques petits exemples sélectionnés pour ce matin. On va d'abord parler d'un hôtel spécifique pour les jeux vidéo, les gamers. On évoquera ensuite une auberge sportive qui ouvre le mois prochain à Paris, dans le nord de Paris. On verra aussi qu'il est possible de passer une nuit dans une brasserie, qu'on peut jouer à l'escape game toute la nuit dans un lieu bien particulier qui a été conçu pour, donc pas juste passer une nuit, mais de vivre une aventure complète, immersive dans un thème donné. On parlera de nouveaux services que les hôtels peuvent développer, notamment en lien avec une question d'occupation de leurs espaces de service. On parlera du décor et du sens du détail qui des fois montre que l'expérientiel, on peut le trouver un petit peu n'importe où. Il s'agit des fois d'avoir de bonnes idées et du bon sens. Premier exemple, l'hôtel pour gamers avec ce projet, ce concept d'Atari, donc ce célèbre studio de jeux vidéo qui remonte aux années 70. Tout le monde se souvient du jeu Pong, même si on n'y a pas joué, on a forcément vu ces idées-là. Un studio américain qui est devenu en partie français à l'occasion d'un rachat et qui envisage du coup de se doter d'un patrimoine immobilier avec un hôtel, plusieurs hôtels, donc un hôtel plutôt tête de pont, vaisseau amiral, comme on dit, du côté de Las Vegas ou de Dubaï, avec une architecture très, très intéressante, très steampunk également, très cyberpunk plutôt, avec une histoire qui est derrière. Si vous allez sur le site internet qu'on mettra en lien tout à l'heure, vous verrez qu'il y a toute une histoire racontée autour de ce lieu un petit peu fictif, un petit peu à la Blade Runner, un petit peu à la Matrix, inspiré de pas mal de ces univers-là. Et c'est un hôtel où on pourra trouver de quoi faire de l'e-sport, des arènes, des postes de jeu, des aires de jeu numériques, adaptés directement des franchises et des jeux de l'éditeur, du coworking, du cinéma et une boulangerie, ce qui a priori assez rare, c'était souligné dans pas mal d'articles qui en parlaient. Donc c'est en réalisation, du coup a priori le premier est en chantier à Phoenix, j'ai pas réussi à bien le confirmer, mais c'est en développement avec pas mal d'implantations prévues sur cette thématique-là, qui de la même manière qu'on trouve les hôtels autour du sport, peut trouver un exutoire et du coup une application sur la base de l'e-sport qui peut réunir des passionnés, des fans ou simplement des amateurs du coup sur une nuit ou sur un petit séjour. L'exemple suivant, vous l'aviez peut-être deviné, il s'agit de l'UCPA Sport Station Hostel, qui est en finalisation, qui ouvrira au public le mois prochain. Alors ça se situe dans le 19e arrondissement de Paris. Pour mémoire, c'était un des tout premiers îlots attribués dans le cadre des premiers appels à projets Réinventer Paris. Un îlot du coup qui était déjà un îlot d'une ZAC. Donc c'était déjà un projet qui était déjà bien engagé de mémoire. Beaucoup d'autres projets n'ont pas eu le même succès, n'ont pas réussi à se matérialiser, notamment par des problématiques réglementaires. Mais en tout cas, celui-ci a bien donné lieu à un projet et ça ouvrira du coup le mois prochain. Au programme sur cet îlot qui s'appelait l'îlot fertile, 3000 m² d'auberge de jeunesse, donc
assez classique dans son offre, mais plutôt intéressante en termes de design intérieur. Vous pourrez voir ces célèbres espaliers qui nous faisaient tous angoisse quand on allait en gym plus jeune, mais là, joliment intégré à la chambre. Mais c'est surtout, si c'est surtout intéressant d'en parler, c'est pour sa salle de sport. Spécifique, adapté autour des sports de raquettes, du padel, du squash, du badminton, du fitness et une salle d'escalade de bloc également. Donc c'est un lieu très ouvert, très animé, on peut y accéder de 7h à 23h, avec une mutualisation intéressante sur l'hôtel, les services hôteliers, l'accueil de l'hospitalité spécifique, et puis la question du sport, avec une quinzaine de coachs qui vont être présents et des événements réguliers, un petit peu marque de fabrique de l'UCP. Voilà. Pour un séjour complètement à thème sur le bien-être, le sport et la découverte d'une nouvelle ville, ce sera une nouvelle adresse à suivre. La nuit à la brasserie, pour ça, il faut aller un petit peu plus loin et aller du côté des États-Unis, mais je ne doute pas que le concept arrive un jour chez nous quand on voit l'émergence des nouvelles micro-brasseries de taille très très variée. C'est un thématique de séjour qui peut être porteur. Ça fait un petit écho au tourisme industriel qu'on a évoqué lors du dernier webinaire avec l'agence Présence du coup. Donc on a une suite possible sur cette capacité d'immersion et de découverte de l'intérieur de ces sites-là. La brasserie, en l'occurrence, ici, c'est Brewdog, qui est une brasserie anglaise, qui a pas mal de brasseries aux États-Unis pour la production qui est faite localement. Et du côté de Columbus, vous avez un grand site industriel qui est occupé maintenant par un hôtel. C'est présenté comme le premier du genre. Donc c'est plutôt haut de gamme. Il faut compter à partir de 160 $ la nuit et 300 $ pour la suite plus importante. Une trentaine de chambres. Le grand site, du coup, avec une partie plutôt paysagère et plutôt bien traitée de ce point de vue-là. Et sur place, un petit musée de la bière, une salle de sport et un bar assez ludique avec pas mal de jeux en libre service. Mais ce qui fait la spécificité de cet hôtel, c'est aussi du coup ses chambres, puisqu'on trouve quand même pas mal d'accessoires qu'on ne trouve pas ailleurs, à commencer par un petit frigo à bière dans la salle de bain. Vous pouvez le voir ici sur l'image de droite, juste à côté de la douche et des serviettes. Vous avez aussi une tireuse dans les plus grandes suites, une collection de vinyles et également une guitare en libre service. Et effectivement, on nous signale dans le chat qu'on peut en trouver ailleurs. Effectivement, Manchester, je crois qu'il y en a plus petit, du coup, et qu'il n'y a pas forcément toute cette panoplie. Et je crois que celui de Manchester est un simple hôtel qui n'a pas de brasserie à côté. Mais il faudrait le vérifier, effectivement. Là, ce qui est spécifique, c'est qu'on a l'hôtel vraiment à la brasserie, qu'on peut visiter le site de la brasserie. Merci Louis pour le commentaire. Ensuite, c'est un lien intéressant. On parle souvent de l'escape game, forcément, dans ce webinaire et sur les sujets qu'on traite en termes de loisirs urbains. Ça a été une révolution assez importante. Et on peut y jouer maintenant sur un format. Ça fait un moment qu'on peut y jouer un peu plus, mais sur des formats qui dépassent la simple heure. Le concept de base de l'escape game, c'est quand même de pouvoir s'échapper en 1 heure d'un espace. Là, on vous propose d'y jouer toute la nuit et sur une durée qui va aller jusqu'à 16 heures, avec notamment une arrivée le soir à 18 heures et un départ le lendemain, du coup, en fin de matinée. Et pendant tout le temps de votre séjour là-bas, vous irez à la rencontre de personnages, 3 acteurs sur place, dans le cadre d'une intrigue particulière. Donc ça se passe dans une maison mystérieuse, un meurtre a eu lieu, et vous allez devoir résoudre l'énigme associée à ça, en lien avec l'histoire du lieu, comme souvent. C'est toujours l'occasion de mettre un lieu en valeur, comme dans le cadre du théâtre immersif. Le lieu est souvent acteur de l'intrigue, de l'expérience qu'on va proposer. Et là, pour vous y rendre, c'est à mi-chemin entre Lyon et Paris, puisque c'est un petit village du côté de Dijon. Dans la question des services, il se passe beaucoup de choses, c'est intéressant. On a déjà évoqué les cas de Viparis qui trouvent de nouvelles allocations à ces espaces de congrès avec des loisirs. On en a régulièrement parlé. C'est un petit peu le cas également avec la question des hôtels, où vous avez la chaîne Mercure qui s'est associée à Aviasim. Aviasim, c'est une enseigne qui propose des simulateurs de vol ultra réalistes, notamment avec cette immersion dans un cockpit, il y a un système d'écran. Alors, c'est pas dynamique, l'ensemble ne bouge pas, mais en tout cas, vous avez une immersion visuelle assez importante avec l'ensemble des connecteurs qui sont actifs, des commandes de vol. Et vous avez maintenant ces simulateurs d'aviation qui sont installés dans les espaces communs d'hôtels. Voilà. Alors qu'avant, ils étaient plutôt indépendants et installés dans des espaces de boutiques qu'on pouvait trouver en ville. À Bordeaux, par exemple, il existait sous le coup du Chapeau Rouge, très très central, et il s'est installé maintenant dans l'hôtel Mercure des Chartrons. Voilà. Donc il occupe un espace, et c'est intéressant, on a sur un système gagnant-gagnant, où d'un côté, l'hôtel gagne une nouvelle attractivité et une nouvelle affectation pour ces espaces, et le simulateur en tant que tel trouve avec l'hôtel un emplacement de qualité et une clientèle qui va être déjà sur place. Et c'est l'occasion, du coup, de créer, comme vous le voyez sur l'image, un pack évasion où on peut avoir une nuit d'hôtel et 1 heure en simulateur.
pour avoir un séjour à thème assez original qu'on n'a pas ailleurs. Et Aliasim, du coup, c'est une application intéressante, c'est également ces stages peur de l'avion, où beaucoup de personnes s'immergent en prenant les commandes d'un avion pour se rassurer aussi par rapport à d'autres vols. C'est un exemple intéressant qui n'est pas sur l'hébergement expérientiel, hein, puisque l'hôtel reste classique, mais par contre, qui montre tout ce que les hôtels peuvent maintenant déployer comme complément d'offres pour avoir une autre attractivité sur leur séjour. Alors pour le clin d'œil également en termes de décor, un écho à ce qui se passe du côté des musées instagrammables, ces grands lieux de la mise en scène personnelle par photo ou par vidéo. C'est très thématisé autour du sucre, hein. On a le Ice Cream Museum, on a beaucoup de lieux comme ça. Et en Australie, vous avez une chaîne de 3 ou 4 sites qui s'appelle Sugar Republic et qui a ouvert du coup, alors par le biais d'Airbnb, un petit lodge, un sweet retreat comme ils l'appellent, qui permet de s'immerger le temps d'un séjour dans cet univers complètement photogénique, très coloré, très sucré, on va dire ici aussi. Pour 8 personnes maximum, vous avez des jeux sur place également. Quand vous n'êtes pas occupé à faire des photos de vous-même ou de vos amis, vous pouvez jouer à pas mal de jeux à l'intérieur ou dans le jardin. Donc c'est plus un clin d'œil parce que là on est sur une déclinaison comment dire, exagérée de ce qui peut se passer dans les musées instagrammables et dans la thématisation de certains gîtes ou lieux Airbnb. Mais en tout cas, c'est intéressant de créer ce lien entre un musée instagrammable, comme il en existe beaucoup, et puis une thématisation d'un lieu d'hébergement. Là, on est vraiment dans l'expérientiel. Et puis enfin, avant de conclure et de passer la parole à nos intervenants, ce sens du détail du coup que je signalais en introduction avec l'hôtel. Alors c'est pas une nouveauté puisqu'il existe depuis 2019, mais j'ai trouvé intéressant de le rappeler ici. L'hôtel Olala Bastille à Paris, qui dépend du groupe Assas Hotel, qui a adapté le code du bar confidentiel, du bar speakeasy, comme ça a été la tendance à une époque, d'avoir un bar accessible par une porte dérobée, avec un mot de passe à donner au barman pour y avoir accès. Là, l'hôtel a choisi d'adapter ce code-là à son hôtel, à son escalier, puisque du coup, la devanture fait plutôt penser à un bar, même s'il y a marqué hôtel sur la petite tenture, mais pour accéder à vos chambres, il faudra actionner un bouton secret d'une bibliothèque. Vous voyez sur les images, la bibliothèque fermée et la porte qui peut s'ouvrir pour monter à vos chambres. Le reste de l'hôtel reste classique, mais en tout cas, pour y accéder, il y a cette petite astuce qui est dans le sens du détail, de l'expérience, qui peut des fois être uniquement de l'ordre du détail. Voilà, merci en tout cas d'avoir suivi cette revue. On va vous mettre en lien dans le chat tous les lieux et les idées qu'on a présentées ici. Vous pouvez naturellement continuer à suivre l'actualité qui est au jour le jour, hein, sur nos réseaux Voltaire et Funfair City, sur LinkedIn, Twitter et sur le blog. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon webinaire en passant la parole du coup à nos intervenants. Merci à tous. Merci beaucoup Vincent, et une fois encore, on est toujours surpris par l'imagination, la diversité de ce que tu arrives à trouver chaque mois en lien avec la thématique. Maintenant, on est ravis d'accueillir Clotilde Gilbert, qui au sein du département Leisure Factory de Gis Voltaire et Madame Concept, architecte bien sûr, mais en même temps la personne chez nous qui est quelque part la spécialiste de la programmation fine, parce qu'en amont de la définition justement de ces hébergements immersifs, il y a une étape de positionnement marketing, de conception et de programmation. Et donc, Clotilde vous expliquera un petit peu le déroulé, et puis je lui laisse révéler la suite de nos intervenants. À toi, Clotilde. Merci. Bonjour à tous. Et donc, merci Thierry pour cette introduction. Donc, Thierry, en fait, m'a missionné pour parler de ce sujet passionnant que sont les hébergements expérientiels dans le contexte de sites de loisirs. Donc, sans plus attendre, on va passer au programme. Alors, au menu du jour, donc nous allons essayer d'amener une définition sur ce qu'est l'hébergement expérientiel. Ensuite, on va essayer de voir comment ça va être un booster pour les sites de loisirs. Et ensuite, on aura une troisième partie qui va correspondre en fait à un partage d'expérience avec le directeur du parc de Sainte-Croix, Laurent Singer, qui abordera des questions plus sur le volet exploitation.
et aussi au niveau de sa stratégie de développement pour le parc. Et enfin, on accueillera l'agence SFPEA avec les architectes Pierre-Marie Saint-Doufory et Luc Plançon, qui ont eu l'habitude de concevoir des hébergements thématiques, expérientiels, dans les plus grands sites de loisirs français. Et c'est d'ailleurs des personnes avec qui nous avons l'habitude de travailler. Donc c'est une vraie joie de les accueillir aujourd'hui. Alors, l'hébergement expérientiel, c'est quoi, pourquoi, comment? On va revenir un peu au basique et à l'essentiel en s'intéressant dans un premier temps à la définition. Donc, par hébergement, on va entendre logement, généralement provisoire. Donc, on accueille, on partage un lieu, on va partager une ambiance. Et ensuite, il y a cette notion d'expérientiel qui, si on fait la traduction en latin, ça serait un équivalent d'un faire l'essai. Et donc, en gros, on a une forme de motivation. On va essayer de retirer quelque chose, on va apprendre quelque chose. Et aussi, il y a cette notion qui est intéressante de ce côté passif-actif. Tout d'un coup, le visiteur va devenir actif. Alors que, voilà. Et aussi, l'idée, c'était d'avoir un peu cette côté d'être ailleurs que chez soi. Donc déjà, le saviez-vous que en fait, quand on va retenir que 30% des informations, mais par contre, que nous voyons, on va dire, mais par contre, on va retenir 90% des expériences que nous vivons. Donc, il y a vraiment cette idée de fabriquer des souvenirs. Le fait de vivre quelque chose, ça va être, on va dire, un levier le plus marquant pour se souvenir et sur le long terme. Donc là, nous avons essayé de faire un petit diagramme pour essayer de voir les différentes situations. Donc, on s'intéresse en fait aux hébergements qui vont du plus de standard, on va dire, en fait, avec juste cette notion de dormir, aux hébergements thématiques, pour arriver aussi après aux hébergements expérientiels. Donc, il y a cette espèce de gradation. Et ensuite, on met ça aussi en parallèle avec les sites. Par in situ, on va entendre tous les sites, par exemple, qui vont être des destinations, des sites nature. Vous rendez au Canada, en Guyane, pour aller découvrir quelque chose d'un peu exceptionnel. Mais là, ça va vraiment être la destination qui va vous motiver. Et ensuite, dans ce qu'on entend par ex situ, c'est plus justement tout ce qui sont les sites de loisirs, que ce soit parc à thème, parc animalier ou autre. Et là, c'est vraiment plus l'expérience qu'on va venir rechercher. Le fait de sortir de chez soi, de sortir de son quotidien. Et donc, il y a comme ça, donc il y a vraiment une espèce d'attractivité. Ça veut dire tout d'un coup, si on va dans un parc de loisirs qui va amener des services, qui va amener des hébergements et autres, on va commencer à vivre quelque chose d'exceptionnel. Mais en fait, on peut, au niveau des hébergements, être dans quelque chose de tout à fait standard, mais dans une destination qui peut paraître exceptionnelle. Donc voilà, donc c'est un peu, il y a un peu les deux opposés. Et donc c'est ce qu'on essaie, et on va dire l'attractivité, on va dire être un peu inversement opposé. Et donc là, comme vous voyez, on va s'intéresser au cas numéro 4. Et donc, c'est essayer de tendre à ce summum, d'être dans un contexte de site de loisirs, avoir un hébergement de plus en plus expérientiel. On voulait donc, pour essayer d'illustrer ce propos, revenir sur deux exemples. Et donc, typiquement, la cabane au Canada.
Donc, effectivement, pour les gens qui habitent au Canada, c'est quelque chose de tout à fait banal. Mais quoi qu'il arrive, il y a ce côté dépaysant. Et cette typologie d'hébergement dans un site exceptionnel, tout d'un coup, là, les personnes vont avoir l'impression de vivre une réelle expérience. À l'opposé, on va dire, on va retrouver par exemple dans des sites, donc là on a pris l'exemple du tipi indien. Alors bon, c'est une référence, on va dire, vue, revue, peut-être un peu datée. Et c'est justement là, on va se dire que c'est parfois, c'est peut-être pas suffisant et qu'on va peut-être pouvoir rebooster certaines images. Ça veut dire que même si vous mettez un hébergement que là, on va pouvoir qualifier plus de insolite, maintenant, c'est peut-être plus nécessairement suffisant pour vraiment vivre une expérience et conduire votre visiteur dans une expérience, on va dire, plus qualitative et dont vraiment il se souviendra au fil du temps. Alors, pourquoi ? Donc, pourquoi les hébergements expérientiels ? Donc, c'est vrai qu'on a essayé de voir ça selon 3 axes. L'axe marketing. Donc, par marketing, on va attendre communication, promotion, commercialisation. Après, on va aborder l'axe produit. C'est tout d'un coup par rapport à ce qui est fait par les sites de loisirs, comment est-ce qu'on va aller plus loin pour vraiment aller à ce degré de le fait de vivre une expérience. Et après, on abordera la question business, on va dire, et comment ça va être un levier pour développer le chiffre d'affaires, l'attractivité et autres des parcs. Alors, l'axe marketing. Donc, effectivement, il y a ce qu'on disait, il y a ce levier image, communication. Il y a un côté toujours nouveauté. Il y a aussi, ça aussi témoigne d'une certaine taille, une certaine maturité du site de loisirs. Et après, il y a ce côté donc attractivité, donc il y a toujours cette idée de se différencier. Il y a l'idée aussi de faire revenir, l'idée de faire venir de plus loin, et donc aussi de toucher des clientèles qui n'ont pas forcément l'habitude d'aller dans les sites de loisirs. Il y a aussi un levier de désaisonnalisation, parce qu'on va se rendre compte qu'en fait, que dans certains parcs, et notamment les parcs animaliers, ça donne l'occasion d'avoir de nouvelles périodes d'ouverture, et notamment en période hivernale et autres. Alors que les sites de loisirs, généralement, vont être plutôt ouvrir de avril jusqu'à la Toussaint. Et puis aussi, ça permet de créer une relation avec les clients. Parce que les exploitants vont commencer à packager des offres. Et donc, il va se créer comme ça un lien entre le visiteur et le parc. Sur le côté axe produit. Donc, on va pouvoir, grâce à l'hébergement, augmenter les temps de visite, puisque d'entrée de jeu, en fait, les gens passent 2 jours et voire plus. Il y aura à côté une immersion plus puissante, puisqu'en fait, on va aussi vivre toute la période nocturne qui amène 2 types d'ambiance. Il y a aussi ce côté, l'importance des services et notamment de la restauration, parce que tout d'un coup, on va créer des moments de convivialité. Et aussi, ça permet de recréer aussi des relations sociales. Parce qu'il y a toujours ce côté très important des fameux AV, avec le côté à faire ensemble, à vivre, à voir, pour en fait se créer des souvenirs communs. Et donc, au niveau de l'axe du business, effectivement, on va le voir un peu plus tard, mais au niveau des prix des nuitées, en fait, aussi le fait déjà de proposer de l'hébergement, ça va augmenter le chiffre d'affaires sensiblement. Ça va faire rester les gens, donc aussi au niveau de l'offre de restauration, on va avoir des chiffres d'affaires également plus importants. Pareil, les gens, en restant plus, vont pouvoir plus avoir l'occasion de repasser en boutique. Et après, il y a ces fameux packages, parce que généralement, quand on propose une offre d'hébergement, on va aussi proposer des animations associées
Et donc, ça va être l'occasion, par exemple, si on parle de parc animalier, le fait de nourrir les animaux, puisqu'en fait, le visiteur sera là dans des périodes, hors période d'ouverture au grand public. Et aussi, au niveau des hébergements, on peut avoir des commercialisations avec aussi des tierces. Alors, comment? Alors, on essayait de penser comme à une boîte à outils pour voir quels étaient les leviers sur lesquels l'exploitant pouvait agir pour penser son projet d'hébergement. Alors là, il y a déjà un choix au niveau de la programmation et le choix de l'intégration au site. On voit qu'il y a 3 cas de figure. Il y a en gros l'hébergement, les loges qui vont se retrouver en dehors du parc, alors, en proximité mais en dehors. Il va y avoir aussi quand l'hébergement va être connecté au parc en frange et quand l'hébergement va être pensé au sein du parc. Et donc, il y a plusieurs en fait logiques. C'est vrai que quand on va être sur des grands sites de loisirs de type parc Astérix, on va plutôt être sur des hébergements qui vont être juste en proximité du site. Et en fait, ce n'est pas forcément grave parce qu'on n'a pas forcément avoir besoin d'avoir un contact direct avec l'attraction. Et ça permet aussi généralement d'avoir des unités d'hébergement avec des plus grandes capacités. Mais par contre, par exemple, dans les parcs animaliers, souvent vont être privilégiés des petites unités de type lodge et autres, mais vraiment au sein du parc, puisque là aussi, l'expérience qui va être proposée, c'est le fait, par exemple, de vivre une nuit au contact des animaux. Voilà, et donc il y a quelque chose aussi d'un peu exclusif. Et juste un point qui est aussi important, c'est que, en fait, il ne faut pas penser que même si l'hébergement est comme déconnecté du parc, en fait, que ça va amoindrir l'expérience. Vraiment, le but dans la conception, c'est d'avoir, en fait, de ne pas créer de rupture de charge. Ça veut dire que même si on se trouve à l'extérieur, c'est de toujours laisser le visiteur dans l'expérience et ne pas le sortir, voilà, par tout un tas de stratagèmes, de traitements de cheminement et autres. Après, il y a l'idée de choisir son thème. Alors, est-ce qu'on va être en accord avec le thème général ou ça va être juste une déclinaison de la thématique générale du parc? Par exemple, ça, on va le retrouver avec un exemple comme celui du Puy du Fou. Donc, on a quelque chose d'historique et puis on va s'intéresser à telle ou telle période pour développer une offre d'hébergement. Après, il y a ce côté, souvent on parle, donc, bon, il y a de l'hébergement, après on va parler d'hébergement insolite, thématique, et là on introduit cette notion de expérientiel. Et donc là, on s'est inspiré un peu de la pyramide de Maslow que beaucoup d'entre vous doivent connaître, et on va se dire que, l'offre standard de base, bon, c'est juste dormir. Alors, ce n'est pas un hébergement spécifique, voilà, on dort. Après, on va introduire une thématique. Et là, on va être dans quelque chose un peu de l'ordre du dépaysement. Et pour pousser jusqu'à encore plus loin, avec cette notion d'expérientiel. Et c'est vrai que pour se démarquer et autres, depuis de nombreuses années, les exploitants ont essayé pour se démarquer et autres, de toujours pousser leur offre d'hébergement pour avoir quelque chose de plus en plus qualitatif et qui répond vraiment aux attentes des visiteurs. Alors là, on fait un petit stop sur le choix du positionnement. On va revenir peut-être sur des idées reçues ou autres pour essayer de clarifier certains points. Alors déjà, le poids du cliché. C'est vrai, on se dit, il y a des choses qu'on a vues, revues. Néanmoins, c'est vrai qu'un visiteur va aller, on va dire, naturellement plus vers une expérience déjà connue qu'une innovation totale. Voilà. Donc. Ensuite, par expérientiel, est-ce que c'est forcément faux? Est-ce que c'est fake? À partir du moment où vous allez créer une vraie et que vous allez proposer une vraie expérience, et même si c'est dans un décor, ça reste une expérience. Donc, on peut évacuer cette idée de
c'est fake. Après, aussi, il y a peut-être une idée reçue et notamment par rapport à certains positionnements de certains parcs qui offrent des hébergements, mais on va dire assez luxueux. En fait, on n'a pas besoin de luxe pour vivre une expérience. Par exemple, et là, on donne un petit exemple de même si on vivait une nuit en prison ou dans un décor de prison, en fait, ça serait tout à fait expérientiel. Et même si les conditions d'hébergement seraient spartiates, pas complètement confortables. Et après, il faut faire aussi attention à le sujet du storytelling, puisque c'est vrai que maintenant, c'est un moteur, c'est quelque chose de très fort, le fait de raconter une histoire, mais il faut pouvoir y croire, en fait. Parce que les visiteurs sont de plus en plus exigeants et vraiment, ils recherchent une expérience, mais il faut que ça soit un peu authentique. Donc, on doit y croire. Pour que ça soit réussi, on doit y croire. Et là, la règle numéro 5. Et c'est vraiment là, en fait, où vous allez proposer une expérience à vos visiteurs. Et l'hébergement se retrouve être une composante de toute cette expérience. Déjà, il y a le préalable. Comment est-ce qu'on va venir? Parfois, alors c'est vous qui vous déplacez dans un site ou même au sein du site, parfois pour aller à son hébergement, va être proposé un type de locomotion un peu particulier qui va faire rentrer le visiteur déjà dans son expérience. Après, il faut faire très attention à tout ce qui est les services, l'accueil, comment on reçoit. Est-ce que votre personnel aura un costume particulier ou autre? Après, il y a l'offre de restauration qui reste importante, qui peut être aussi thématique, qui peut être en accord avec l'expérience que vous allez proposer. Et puis aussi, il y a toutes ces activités, ces animations. C'est vraiment là aussi qu'on va faire le faire ensemble, le vivre ensemble, ce dont on vous parlait, et ce qui va permettre de créer ces souvenirs. Et puis après, il y a aussi tout ce qui est post-visite. Le fait de déjà acheter un petit souvenir à la boutique. Et puis après, le lien que vous avez créé avec votre visiteur, dans un souci aussi de fidélisation pour les amener à revenir. Là, nous avons une petite synthèse. Et donc, vous voyez, en fait, c'est vraiment ça. En fait, créer un hébergement expérientiel, travailler sur vos nouveaux éléments de programme dans ce but de créer des souvenirs pour vos visiteurs. En fait, il faut jouer avec différents leviers, différents facteurs. Il y a la thématisation, il y a cette notion de dépaysement, ce côté continuité de l'œuvre, puisque justement, dans l'idée, il faut vraiment laisser le visiteur dans son expérience. Après aussi, la qualité des services, qui est très important, et les animations. Et c'est vraiment tout ça. C'est vous qui allez placer vos curseurs, mais c'est cet équilibre qui, tout d'un coup, va être entre cet hébergement insolite, thématique, plus l'expérience client, qui va donner la combo gagnante, on va dire. Alors, un booster pour les sites de loisirs. On s'est intéressé en fait à 2 volets, le côté parc animalier et après le côté grand site de loisirs, on va le voir. Et on essaie de voir un peu en termes de, de développement, quelles ont été les politiques des différents parcs. Donc là, on a 4 exemples. Donc avec le zoo de la Flèche, le parc du Pal, le parc de Sainte-Croix et le zoo de Beauval. Alors le zoo de Beauval, vous voyez, il y a des grosses capacités, mais on a voulu le mettre parce que ça peut être un site emblématique pour la plupart des Français. Mais en fait, c'est un petit peu hors sujet. Parce que pour le coup, ce sont des hébergements qui sont très peu thématiques et qui n'ont pas vocation à être connectés avec soit les animaux et autres. Et donc, en fait, ça ne permet pas de vivre une expérience. Mais là, on voit typiquement que ce sont des hébergements de grosse capacité. Et en fait, c'est des hébergements qui se retrouvent en dehors du site. Par contre, il y a une logique qui a été développée et qui est différente pour les autres parcs et aussi sur le parc de Paradisa qui n'est pas cité là, mais qui est un peu dans ces mêmes logiques. C'est plutôt des petites unités et vraiment au contact des animaux, avec vraiment un accueil et une offre d'hébergement, on va dire, un peu exclusive.
Ensuite, sur les parcs à thème, donc là, on voit que les offres d'hébergement sont pensées depuis de multiples années, avec certains, comme pour le cas du Futuroscope, qui était un peu endormi dans son offre, mais c'est vrai qu'en même temps, il y a toute une offre pléthore d'hôtellerie, hormis l'hôtel du parc. Et là, on voit que cette année, on va parler donc, avec de l'hôtel du Cosmos, qui est une ouverture et une nouveauté de cette année. Et on voit qu'ils vont monter en puissance, puisque aussi, dès l'année prochaine, ils vont ouvrir aussi 120 lodges. Donc là, on voit que sur les parcs à thème, on est plutôt sur des grosses capacités. On va être plutôt en frange de parc, voilà. Donc, ce sont des logiques un peu différentes. Mais c'est ce qu'on vous disait au début. En fait, ce n'est pas forcément grave, en fait. Et là, nous allons rentrer dans tout ce qui est partage d'expérience. Alors, si un dernier point, parce que juste avant parce qu'on va voir un peu le côté exploitation et voir comment finalement l'hébergement est un vrai booster économique pour un parc. Et ça, on va le voir avec Laurent Singer qui va nous présenter le parc Sainte-Croix. Mais juste si on revient sur le cas du Futuroscope, ce qui est intéressant, c'est que si vous regardez le prix aujourd'hui de la nuitée, si vous dormez dans l'hôtel standard, on va dire, donc le prix d'une nuit plus un billet, le prix de départ, le prix d'entrée va être à 107 €. Alors que si vous dormez dans le superbe hôtel thématique qui vient d'ouvrir, ben le prix de la nuitée en prix d'entrée va être à 171 €. Donc, on se rend compte là tout de suite que effectivement, le fait d'amener ce côté qualitatif va pouvoir permettre de booster le chiffre d'affaires. Et un autre point là-dessus, c'est vrai qu'on voit que sur les grands parcs à thème, on est sur des plus grosses capacités, mais en même temps, il faut aussi le mettre en perspective avec les gros investissements et des investissements qui sont de plus en plus lourds. Et au fait aussi qu'il faille avoir une masse critique, en fait, parce qu'effectivement, par rapport à la fréquentation, il faut avoir un certain nombre d'hébergements. Et donc, c'est vrai que chacun développe sa propre logique. Par exemple, pour le parc Astérix, on va être plutôt sur des développements de 150 unités en 150 unités. Le Puy du Fou va être plutôt sur des unités de 100 unités en 100 unités. Voilà, donc chacun a, au fur et à mesure du temps, adapté sa logique, affiné, voilà, pour avoir leur rythme de croisière et notamment par rapport aux investissements qu'ils engagent. Donc voilà, donc là, nous allons avoir le plaisir d'accueillir Laurent Singer, qui est le directeur du parc de Sainte-Croix. Mais juste avant qu'il entre sous scène, on va vous montrer une petite vidéo pour faire connaître ce qu'est le parc de Sainte-Croix et le présenter en quelques images pour ceux qui ne connaîtraient pas. Merci. Donc, bonjour Laurent. Donc, bonjour à tous. On te laisse présenter. Pardon, bonjour à tous. Oui, merci pour ces belles images qui nous permettent
de situer le décor de Sainte-Croix, qui est un parc qui existe déjà depuis plus de 42 ans. Son principe, c'est d'être en Moselle, d'être à 1 heure de Nancy, 1 heure de Metz, 1 heure de Strasbourg, au milieu de nulle part. D'être une école de nature, c'était vraiment sa vocation sur la sensibilisation, l'éducation à l'environnement. Et après un long développement, on s'est posé effectivement la question de l'hébergement. Et dès les années 2000, on a pensé de créer de façon assez classique un hôtel, mais on l'a évoqué dans votre présentation, il faut que le produit soit à maturité, il faut qu'on puisse aussi avoir une relation entre le temps de déplacement et le temps de visite. Donc, c'était à la fois, le concept n'était pas abouti et c'était trop tôt. On était parti de ce principe d'hébergement simplement parce qu'on a la chance au niveau de la maison familiale d'habiter au cœur du parc avec une vue formidable sur la plaine des Serres, sur ces grands espaces qui font plus de 120 hectares. Et donc, on s'est vraiment dit que ce serait une très bonne chose de pouvoir partager ces émotions avec un plus grand nombre de personnes. Et ce qui nous a vraiment été assez décisif, hein, on était un parc en développement qui commençait à trouver son public, déjà 30 ans d'histoire, mais bon, l'investissement du point de vue capitalistique dans les hébergements, on était des pionniers, on a été les tout premiers en 2010 à créer ces hébergements, on était les seuls à avoir créé des hébergements au cœur d'un parc, complètement en immersion avec son environnement. Et cette dynamique, cette poussée très forte des hébergements insolites nous a fait dire, oui, on n'a pas obligatoirement besoin au départ de beaucoup de capitaux, on a simplement besoin d'un lieu, d'un concept fort. Et on a commencé très modestement en achetant 2 tentes safari très grandes en Afrique du Sud, sur le modèle des safaris du Kruger, une yourte, hein, ce qui était quand même peu original. Et on avait un petit espace muséographique sur les Loups Blancs qui faisait 8 mètres carrés, qui était mal situé pour la muséographie, mais très bien pour un hébergement. Et on s'est lancé modestement dans cette aventure. On a été un peu, pas dépassé par notre succès. On attendait des médias nouveaux, hein. On était reconnu comme le parc de référence sur la faune européenne en France. On voulait toucher plus de médias nationaux, on avait un fort ancrage local et ces hébergements nous ont tout de suite apporté à la fois une notoriété jusqu'au Japon et on a eu des centaines d'articles sur cette expérience pionnière et les visiteurs ont tout de suite été conquis et ont vraiment manifesté leur intérêt fort. Alors que, pour l'anecdote, quelques mois avant, on avait fait un sondage pour savoir si vous pouviez dormir dans un parc animalier, qu'en pensez-vous ? Les gens, ils n'en pensaient rien, ils n'avaient pas du tout l'idée et cette attente. Hein, donc, comme on a pu le voir, on était dans un véritable océan bleu, on était les pionniers. Depuis, il y a eu un développement important de ces hébergements dans les parcs. Nous, on a pu se développer, on est monté progressivement en puissance. On a maintenant 46 hébergements, 216 lits, 5 thématiques différentes. Donc, un succès répété à travers les années. C'est vraiment un lieu de partage, de reconnexion. Ces hébergements nous permettent aussi de partager la passion des équipes, d'aller encore au-delà en matière de sensibilisation, de faire passer notre raison d'être, de la partager, de la booster ensemble. Le fait de pouvoir dormir sur site, ça prolonge encore ces parties expérience, partage. On a développé maintenant ces hébergements qui sont devenus de plus en plus qualitatifs. On a appris le métier d'hôtelier, hein, qui était une brique supplémentaire à nos activités. On a parlé d'authenticité avant dans votre présentation. Elle est essentielle. Il faut que ça soit en raccord avec la thématique, que les matériaux utilisés soient en raccord, que le nombre d'hébergements tienne compte de l'environnement, soit respectueux du bien-être des animaux. On propose aussi beaucoup d'ateliers, beaucoup d'animations. Donc, c'est vraiment une réussite formidable. On va continuer à le développer, mais de façon modeste, durable, pour ne pas perdre nos valeurs et notre raison d'être en industrialisant le produit. Je suppose que vous voulez que je vous parle aussi, je vois sur les différentes retombées. Bon, elles sont très positives.
On a parlé des médias, on a parlé de nos hébergés qui viennent, qui sont des fans du parc. On a 5 thématiques différentes. Certaines reviennent d'année en année, veulent à tout prix essayer toutes les thématiques, participer à l'ensemble des ateliers comme rentrer sur le territoire des ours, la visite crépusculaire, etc. Donc au niveau image, ça a été formidable, ça a été un bon booster. La fréquentation, pour vous donner une idée, on héberge quand même près de 30 000 personnes chaque année sur site, parce qu'on est ouvert quasiment à toute période, y compris sur la période hivernale. Donc 10 000 nuitées, 30 000 personnes hébergées, donc c'est assez considérable. Ça permet, c'est aussi un levier, on a beaucoup, nous, d'actions en éducation, en conservation, en aide d'associations sur les différentes problématiques environnementales. Les hébergements, c'est un levier économique important qui nous ont permis d'avoir une entreprise encore plus solide pour pouvoir aller plus loin sur toutes les thématiques qui nous sont chères. Pour vous donner un peu une idée, le panier moyen par nuitée, non pas par personne, mais par nuitée, donc environ 3 personnes et 400 € hors taxe. Là-dessus, se rajoutent encore des consommations de boutique, des produits annexes. Donc, c'est vraiment très intéressant et ça va jusque maintenant dans notre activité à nous, sur l'ensemble de nos activités parcs, ça représente 30% de notre chiffre d'affaires. Donc, c'est très important. Je ne sais pas si vous voulez que je pourrais encore parler longtemps. Si vous voulez encore, je rajoute un certain nombre de points ou si vous avez des questions, Clotilde, je suis à votre disposition. Je pense que tu as encore 2 minutes si tu veux développer sur d'autres sujets. Après, on verra si nos spectateurs auront des questions à l'issue de la présentation. Mais vas-y, continue encore un petit peu avant ton accueil. C'est une véritable immersion quand on arrive à Sainte-Croix. On se déconnecte de son téléphone. On est accueilli par une équipe de passionnés. On est déjà, comme le parc fait 120 hectares et qu'on a donc des hébergements sur à la fois une thématique loup, on a la thématique des grands cerfs, on a la thématique cabane dans les arbres, on a une thématique en face, la rivière des ours noirs, où on est en face d'une rivière et d'une cohabitation entre les ours noirs et les bisons. Et on a la grange, justement, on pourrait parler de la grange, qui est un tout nouveau concept. On avait parlé de l'idée d'un hôtel qui n'était pas le bienvenu dans les années 2000. Là, on a une unité vraiment intégrée au cœur du parc. D'un côté, vous avez les ratons laveurs, de l'autre côté, vous avez des ours noirs et des coyotes, dont les dernières oursonnes qui sont nées il y a quelques mois. Et dans cet espace-là, c'est un lieu vraiment de rencontre. Il y a uniquement 11 chambres, une quarantaine de personnes maximum, 600 mètres carrés avec un décor sur un dôme de 12 mètres de haut, avec un décor vraiment extraordinaire de bibliothèque, un peu avec tout ce qui est sur la biodiversité, des objets insolites, etc. Et on se retrouve, en fonction de la période, autour d'une cheminée, autour d'un fire pit, avec les guides, les animateurs, on se retrouve en famille, avec des amis. Les entreprises aussi, c'est une nouvelle voie, elles sont de plus en plus présentes à Sainte-Croix par le biais des séminaires. Au début, on avait peu d'unités d'hébergement, maintenant on en a 46 qui nous permet d'accueillir des séminaires. Et tout ça, c'est des lieux de partage, de communication et de porter, la biodiversité et l'ensemble de nos combats au quotidien. Merci beaucoup, Laurent. Et je profite du fait que tu aies justement parlé de cette grange aux coyotes, de ce côté aussi, la création de ces bibliothèques, donc toute la phase, on va dire, conception, thématisation, pour faire entrer sur scène donc Luc Plançon et peut-être Pierre-Marie qui l'accompagnera, pour pouvoir nous parler de ces expériences, de leurs expériences, et avec un petit focus sur l'hôtel du Cosmos, qui est la nouveauté du parc du Futuroscope. C'est à vous. Bonjour, donc moi, Luc Plançon, c'est marqué en dessous de ma photo. On est l'agence SFPA, on n'avait pas fait beaucoup d'efforts pour se retenir. Et elle date de 1990, cette agence, et on a toujours et dès le début travaillé pour des sites de loisirs. À l'origine, beaucoup pour le parc Astérix, et puis ensuite par capillarité, par rencontre et par vers le temps,
On a passé une tête chez des gens comme Center Park, on a passé une tête dans le monde des parcs animaliers, etc., etc. Et on a vu apparaître, comme ça a été un peu expliqué dans les précédentes diapositives et les exposés précédents, on a vu apparaître petit à petit, donc au départ dans les parcs c'était manège, c'était restaurant, mais restaurant des parcs, boutique, mais boutique des parcs. Et on a vu petit à petit apparaître cet aspect, ce questionnement autour de l'hébergement. Et à ce titre, je dirais qu'Astérix est assez emblématique des différentes possibilités qui ont été présentées. Astérix a commencé par ouvrir un hôtel, qui était un service d'hébergement, un joli hôtel dans la forêt, mais pas du tout de relation thématique avec le parc, pas de relation physique avec le parc. C'est pas facile de passer du temps à l'hôtel. Et puis ensuite, ça a évolué vers des hébergements thématisés avec des thèmes en relation avec Astérix. Et puis, on a tenté, même si la disposition des différents équipements était difficile, il y a timidement la tentation de créer des relations plus faciles et plus souples entre le parc et les hébergements. Et puis, dans les projets à venir, eh bien, il y a l'idée de modifier complètement la partie du parc qui est contiguë aux hébergements, justement pour la lier aux hébergements. Elle fonctionne comme parc dans la journée, mais elle fonctionne avec les hébergements et elle est conçue, et pour beaucoup, en pensant aux hébergements, de façon à permettre des ouvertures décalées le soir, des ouvertures décalées dans l'année, des activités de séminaire et des choses comme ça. Et donc, cette espèce d'évolution, on l'a vu et suivi, et on espère continuer. À ce titre, le Futuroscope aussi est un bon résumé, même s'il y a moins d'hôtels qui soient gérés en direct par le Futuroscope, c'est un bon résumé de cette même démarche et de cette même évolution dans la tête des gens qui ont des sites de loisirs, de cette même évolution vis-à-vis de l'hébergement. Et on va donc aller maintenant sur un petit focus sur le nouvel hôtel du Futuroscope. Oui, pardon, c'est moi qui avais la main sur les diapositives, mais j'ai oublié de m'en faire lire. On va aller sur un focus sur l'hôtel Cosmos, qui a ouvert il y a 3 semaines au Futuroscope. Juste pour conclure, moi, ce sur quoi je pense qu'il faut mettre l'accent, ou l'espèce de fil rouge qu'il faut avoir en tête, c'est ce qui a été dit précédemment, c'est l'idée de la création de souvenirs, quoi. On sait tous la force que peut avoir un souvenir qui est bien accroché au bon endroit dans le cœur ou dans la tête. Hein. Et bien, si on arrive à travers des dispositifs qui peuvent être tout à fait différents les uns des autres, si on arrive à créer comme ça, à ancrer des souvenirs chez les gens, eh bien, ces souvenirs-là, ils resteront présents longtemps et ils auront beaucoup de force. Et voilà, donc ça, c'est l'hôtel Cosmos Futuroscope. Je passe la parole à Pierre-Marie. Bonjour, donc Pierre-Marie Sindoufori. Donc là, vous avez une vue de la station spatiale qui en fait, alors le côté expérientiel, il découle de il n'y a pas tellement d'activités à part le restaurant qui est particulier, mais plus d'une unité dans la thématisation, donc qui a été faite par Thierry Rétif Productions, et qui a été traitée complètement sur l'ensemble des espaces. Donc, le bâtiment qui fait environ 4800 mètres carrés s'articule en trois ailes qui se rejoignent au niveau de l'entrée, autour d'un cratère avec un véhicule spatial abandonné juste devant. Donc là, c'est le volume d'entrée, donc avec des lumières bleutées, les vitrages sont bleutés, l'ensemble, enfin bon, voilà, avec un effet assez complet dans les traitements. Vous avez une chambre type
sur la partie gauche, avec des éclairages indirects et une modénature qui rappelle tous les films qu'on a pu voir sur l'espace. En bas, c'est le restaurant Space Loop. Vous avez des rails qui amènent les plats, les commandes sur les tables, avec des loopings. Et donc là, c'est aussi, ça participe grandement à ce côté expérientiel. Comme c'est une station d'exploration, vous avez plein de plantes et qui sont censées servir à coloniser l'espace, et un bar des aviateurs pour le repos des aventuriers. Merci Pierre-Marie pour cette présentation. Il y a un détail que je trouve très pertinent aussi avec l'Hôtel du Cosmos, c'est cette élaboration du carnet de bord, en fait, qui permet aussi aux visiteurs de rentrer tout de suite dans l'ambiance avec un certain nombre d'instructions. Et donc là, il y a le côté storytelling et aussi donner un peu tous les conseils, toutes les astuces pour vivre au mieux leur expérience et leur séjour dans cet hôtel. En tout cas, moi, ça m'a particulièrement marqué. Et vraiment, toujours ce côté de la part des exploitants, ce souci du détail pour justement faire de plus en plus entrer les visiteurs dans leur univers. Alors, je vois qu'on a une question qui va d'ailleurs plutôt s'adresser à nos architectes. C'est de Franck Baril. Il pose la question de, en général, l'hébergement est pensé avec le master plan du parc ou vient-il comme une couche complémentaire? Donc, comme vous avez déjà pu avoir les deux cas de figure, est-ce que vous voulez en dire un mot? À l'idéal, il faudrait qu'il soit pensé avec le master plan du parc. Pour autant, nous, dans les projets sur lesquels on a travaillé, le plus souvent, c'est quelque chose qui s'est greffé après, puisque on l'a vu dans l'exposé, c'est quelque chose, cette dimension qui est assez récente. Astérix, il y a 20 ans, n'avait pas de chambre d'hôtel, et puis dans 5 ans, il en aura entre 800 et 1000. Et beaucoup de sites ont suivi, à l'exception peut-être de Disney, qui débarque avec ses hôtels, voire son parc derrière ses hôtels. Voilà, donc en général, l'idée des hôtels n'était pas présente au moment de la conception générale du plan masse du parc. Elle est arrivée après. D'où des difficultés, des fois, des difficultés de relation avec le parc, mais qui peuvent se régler de plein de façons différentes, suivant la place dont on dispose et l'endroit qui reste disponible pour héberger les hôtels. On voit Europa Park, par exemple, qui arrive à avoir une densité hôtelière très importante avec un niveau de qualité excellent et qui fonctionne bien, alors que à l'origine, conçu et prévu comme ça, c'est venu après, sur un parc qui était déjà, comme on l'a dit tout à l'heure, mûr dans son activité, puisque c'est une des Oui, merci Luc. Dans l'intitulé de notre webinaire d'aujourd'hui, on évoquait le fait, donc, l'hébergement immersif, un booster pour les activités récréatives, les activités de loisirs. Laurent nous a montré à quel point ça a été efficace et à quel point c'est vrai. Et puis Vincent, en début de webinaire, nous expliquait aussi que de plus en plus, les nouveaux hébergements essayent aussi, ou en tout cas nombre d'entre eux, de proposer une expérience récréative, immersive. On voit bien que ce sont des univers qui font route de convergence et que très certainement aujourd'hui, tout nouveau parc qui se crée doit dès le départ effectivement intégrer le sujet de l'hébergement comme étant une couche supplémentaire, une expérience complémentaire à celle du grand public, on va dire.
peut-être qu'une question que doivent se poser les participants aujourd'hui, c'est quel surcoût est-ce que entre thématisation, entre le fait d'en faire quelque chose d'expérientiel par rapport à du standard, est-ce que vous avez une idée voilà, Alors, on a deux façons en fait d'enrichir le bâtiment un peu en fonction de la thématisation choisie. Par exemple, Astérix, l'hôtel Cité Suspendue, l'essentiel de cette thématisation est passé par une volumétrie particulière, mais qui a été traitée au niveau des lots bâtiments et avec des bardages en bois, aussi lots bâtiments, sur lesquels ont été simplement appliquées des patines particulières, des rajouts d'éléments. Donc, quand on arrive à intégrer dans les bâtiments une partie de la thématisation, c'est généralement moins cher. Donc, pour Cité Suspendue, on peut dire que le surcoût est de l'ordre de 10%. En revanche, pour Cosmos, où là, l'essentiel de la thématisation est venu par des travaux d'aménagement intérieur, donc avec des entreprises spécifiques d'éco, là, on est plus cher, on est à plus de 15% sans problème. Disons qu'on pourrait faire un hébergement oui, et même Cosmos, je pense qu'on est plus près de 20%, en tenant compte, non, même sans tenir compte du restaurant Space Loop, qui lui a un coût à part. En tout cas, ça semble, la logique voudrait que ça s'amortisse assez bien sur le supplément de taux d'occupation et que dans la durée de vie de l'équipement, le jeu en vaille la chandelle. L'hôtel Cosmos, au bout de 3 semaines, est plein à 100%. Donc, il a ouvert le 28 et je crois que leur première nuitée complète, c'était le 16 mai. J'ajouterais juste qu'il y a un surcoût de construction. À la livraison du bâtiment, il a coûté plus cher qu'un hôtel standard aurait coûté. Il y a aussi un surcoût d'exploitation. Si on veut que la promesse soit tenue dans la durée, il faut mettre en place des dispositifs, et ça, Laurent Singer peut en parler avec certainement plus de pertinence que moi. Il faut mettre en place dans la durée des dispositifs qui font que constamment on vient reproposer des choses, pas seulement un cadre, mais aussi des choses. Luc a entièrement raison. Il y a beaucoup l'expérience passe par les animations, par l'humain, et on veut aussi vivre cette expérience, du moins sur des établissements comme les nôtres, à des échelles raisonnables, où on a peut-être 250-300 hébergés maximum sur site. Ça nécessite beaucoup d'ateliers, et puis ils ont envie de vivre l'expérience avec leurs amis ou en petit groupe familial. Donc ça nécessite de créer un certain nombre de produits, et ça mobilise beaucoup de personnel, de main-d'œuvre. Ouais. Sinon, je rejoins le surcoût de 10 à 20% par rapport à la thématisation, et qui s'amortit sans souci sur la durée du bien. Là, il y a une question intéressante de Quentin Herbinet aussi. Il dit, lors des phases de réflexion et de conception, des contraintes sont-elles fixées concernant la question environnementale? Et là, je pense que nous avons vraiment les acteurs les plus pertinents, parce que je vais laisser parler Laurent, mais dans la démarche du parc, ce sont des questions qui sont ancrées et qui, depuis très longtemps, et qu'ils essayent de traiter au mieux, mais il va en parler mieux que moi. Et je crois avoir lu que pour l'hôtel Cosmos, pareil, il était déjà certifié au niveau qualité environnementale. Donc, je pense que ça serait intéressant d'avoir, voilà, et l'un et l'autre, et les uns et les autres, vos retours par rapport à l'intégration de ces problématiques-là, on va dire. Oui, ben, l'intégration est essentielle, d'autant plus sur des parcs thématiques comme les nôtres, qui se doivent d'être exemplaires sur ces problématiques. Donc déjà, l'intégration des hébergements dans le lieu, il doit être, c'est vraiment de la haute couture. Et il faut tenir compte du moindre arbre, de la biodiversité en place, du face-à-face qu'on crée avec les animaux. Il faut que les animaux soient à l'aise, puissent avoir leur zone de repos total et non seulement rentrer en interaction avec le public quand ils le souhaiteront. Sur la partie RSE, tout ce qui est… on est le premier parc bénéficiant d'un écolabel, l'écolabel européen,
qui est un label fort et assez contraignant, et qui nous permet d'avoir toujours une marche en avant sur la progression, et on tient compte de tous les éléments, le choix des matériaux, les entreprises choisies en filière courte, le respect des lieux, la nature du chauffage, des surcoûts liés à une qualité d'isolation la plus parfaite possible. Donc, il faut tenir compte impérativement de ces environnements, et on a notamment un poste qui veille à ça en permanence. On a un des premiers volontaires territoriaux en entreprise verte, et qui suit toutes nos consommations et qui essaye de régler au mieux toutes les problématiques environnementales. Et on s'y retrouve économiquement, et on se sent quand même mieux si on pousse les curseurs au maximum dans ce qui nous est proposé, parce qu'il y a encore beaucoup d'évolutions et beaucoup de techniques qui doivent encore progresser. Merci. À moins qu'il y ait une question particulière encore qui se pose, sinon il nous reste à vous… Oui, Clotilde, vas-y, je t'en prie. Ouais, parce que là, j'ai l'impression d'avoir bloqué. Juste pour répondre en 2 secondes à Franck et à Léa, une offre d'attraction intégrée à l'hôtel a-t-elle été déjà envisagée? Moi, j'ai un exemple en tête à Las Vegas où effectivement, on a des montagnes russes qui passent à travers un hôtel. Donc, ça doit être fait, mais peut-être que Vincent aura d'autres exemples. Mais après, on peut aussi, si vous avez d'autres questions, vous pouvez revenir vers nous et on y répondra par mail. Et pour Léa, pour l'exploitation de ces hôtels à terme, les hôteliers savent-ils le faire ou faut-il faire appel à des acteurs tiers? Je pense qu'on a un bel exemple avec Laurent Singer où c'est eux qui gèrent en direct l'exploitation et de la partie hôtelière et de la partie parc. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour des questions. Juste un petit point très rapide sur l'offre d'attraction intégrée à l'hôtel. En général, quand il y a un hôtel à côté d'un parc, c'est pas le vecteur privilégié, parce que les attractions du parc seront toujours plus spectaculaires que celles de l'hôtel. Les exemples à Las Vegas, c'est un peu anecdotique aussi. Oui. Il y a quand même un exemple qui est assez juste là-dessus, c'est le parc de Phantasialand en Allemagne, à côté de Cologne, qui est un parc qui a une densité invraisemblable sur 15 hectares. Ils reçoivent, je sais plus, 4-5 millions de visiteurs par an. Ils sont coincés de partout, ils sont au milieu du village. Il y a même une rue publique qui traverse le parc à moitié en souterrain. Et ils ont, par densité au départ, ils ont des hôtels où quand on ouvre la fenêtre, en tendant la main, on pourrait presque toucher le rail du coaster, mais c'est le coaster du parc qui est à côté de l'hôtel. Mais dans la dernière zone qu'ils ont ouverte, ils ont conçu un coaster et un hôtel dans un environnement intégré l'un à l'autre, c'est-à-dire que vous avez le parcours du coaster qui slalom au milieu des chambres d'hôtel, et le concept de l'hôtel, c'est des petites, si on est brutal, on va dire des petits cercueils de 9 mètres carrés, et dans lesquels on est, façon hôtel japonais, dans lesquels on est logé, tout est au centimètre. Mais à côté de ça, il y a un accueil très, très luxueux, il y a une insonorisation totale, donc vous voyez le manège passer sous vos fenêtres, mais vous ne l'entendez pas, ça ne vibre pas, etc. Donc ça, pour moi, c'est un des rares exemples d'un hôtel qui est, c'est plutôt presque un hôtel intégré à un manège qu'un manège intégré à un hôtel. Merci Luc pour cette précision et effectivement cet exemple très pertinent. Je pense qu'on a fini. Thierry, je te laisse annoncer la suite. Oui. Juste préciser que souvent dans les exploitants de parcs aiment bien recruter des hôteliers parce que il y a des synergies à cet égard. Donc tout ça continue à montrer que c'est un métier unique et globalement l'entertainment, l'accueil du public et tout ça se rejoint. En tout cas, merci à chacun d'être intervenu. Pour notre dernier webinaire avant la trêve estivale, on aura le plaisir d'accueillir Evelyne Villam, que nombre d'entre vous connaissez et qui aujourd'hui est présidente du SPAS. Et elle nous parlera d'action collective autour des loisirs indoor. C'est un angle encore aujourd'hui inexploré dans le cadre de nos webinaires, mais on a hâte donc de partager cette nouvelle présentation avec vous et il nous reste à vous souhaiter un très bon week-end et merci et à bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Merci à tous. Bon week-end, bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir.